Pourquoi ce débat reste-t-il si enflammé en Irlande? On va évidemment en parler. Où en est-on en Europe? Où en est-on en France? 40 ans après la loi Veil, la bataille est-elle gagnée? Pourquoi, par exemple, on se posera la question, le nombre d'avortements ne baisse-t-il plus dans notre pays? On va parler de tout ça, d'abord avec Camille Hamé, la co-réalisatrice de ce film, avec la sénatrice communiste Brigitte Gonthier-Maurin, qui est rapporteur, c'est pas très joli, rapporteur c'est mieux, du projet de loi d'égalité réelle qui l'an dernier a supprimé la notion de détresse lors du recours à l'avortement. La gynécologue Marie-Laure Brival de la maternité des Lilas près de Paris, ancienne présidente de l'association des centres d'interruption de grossesse. Le chercheur Laurent Toulmont, responsable de l'unité fécondité, famille et sexualité à l'Institut national des études démographiques. Et puis Sabine Jourdan, bénévole de l'association Agapat, une association chrétienne d'écoute des femmes, notamment des femmes qui ont eu recours à l'avortement pour les aider à faire le deuil. Camille Hamé, d'abord, vous êtes une jeune femme, vous avez quel âge? 27 ans. 27 ans. Pour une jeune Française de 27 ans, le droit à avorter, c'est une évidence, si vous le souhaitez, quoi que vous en pensiez par ailleurs, mais c'est une évidence. Pourquoi vous êtes intéressée à ce qui se passe en Irlande? Comment avez-vous su ce qui se passait en Irlande? Parce que beaucoup de Français l'ignorent. Justement, j'étais dans cette situation en arrivant en Irlande en 2008. Comme vous l'avez dit, j'ai grandi avec le droit à l'avortement dans mon pays. Et je suis arrivée donc en 2008 en Irlande et je me disais, je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être très naïf de ma part, j'avais seulement 20 ans. Et donc avec ma co-réalisatrice Serena Robin, on est arrivé là-bas en ayant l'impression qu'en Irlande aussi, c'était une évidence à cause de l'Union européenne. On était dans cet état d'esprit-là. Et on s'est rendu compte qu'on avait tout faux. Donc évidemment, on a été assez choqués, puisque l'Irlande, c'est quand même un pays très proche du nôtre, à beaucoup de points de vue. Et voilà, et cette idée est restée avec nous pendant plusieurs années. Et vous dites même que vous avez été hanté par cette... Oui, c'est quelque chose qui nous a vraiment, qu'on a été vraiment très touchés par les situations des femmes là-bas. C'est quelque chose qui nous a vraiment, en tant que jeunes femmes, énormément touchés. Donc, on est rentré en France, on a poursuivi nos études. Serena s'est orientée plus vers le cinéma et moi vers le journalisme. Et on s'est dit, c'est trop bête de ne pas faire ce film qu'on a tellement envie de faire. Mettons nos compétences en commun et faisons ce film. Les femmes qu'on entend, qu'on voit d'ailleurs derrière vous pour l'une d'entre elles, sont pour la plupart des militantes? Pro-choice, comme on dit, c'est-à-dire pour le droit à l'avortement? Elles le sont devenues quelque part, puisque quand on a vécu quelque chose comme ça, en effet, une des solutions pour le surmonter, je pense que ça peut être aussi la politique. Donc dans le cas des personnages, Gérard et Gaye, par exemple, le couple qui a perdu son enfant à 22 semaines, eux, je pense qu'ils n'avaient pas un profil de militant à la base. C'est du fait de leur souffrance, de leur... Voilà. Leur enfant était condamné. Hein. Voilà, exactement. Donc c'est à cause de leur souffrance et de leur histoire qu'ils se sont orientés vers le militantisme. Je suis frappé de ce que vous me dites. Vous me dites qu'ils ont perdu leur enfant à 22 semaines. Mais eux, ils le vivent comme ça. Ah oui. Parce que eux, c'était un enfant, ce couple, ils le voulaient, cet enfant. C'était leur premier, ils venaient de se marier, ils étaient heureux. C'était la nouvelle de l'anencéphalie, donc du fœtus, du fait qu'il ne survivrait pas, peut-être même pas à la grossesse, mais en tout cas pas à l'accouchement. C'était une vraie tragédie pour eux. Donc l'avortement, dans ce cas-là, et peut-être d'ailleurs dans d'autres cas, mais dans leur cas à eux, c'était vraiment une perte et un deuil ensuite. Ces témoins, ils ont été faciles à convaincre? Non. Non, mais on peut les comprendre. Là-bas, c'est comme... On a du mal à le comprendre, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, je sais que d'un point de vue français, il n'y a pas une telle chape de plomb sur le sujet, même si, voilà, évidemment, il y a des opinions encore assez tranchées, etc., et qu'il y a un débat, heureusement, mais il n'y a pas cette chape de plomb qu'il y a en Irlande. Donc pour elles, prendre la parole à visage découvert, avec leur nom, c'est pas une décision à prendre à la légère. Et on les trouve vraiment très courageuses et j'espère que ça se ressent dans le film, mais c'est vraiment quelque chose de très courageux de prendre la parole sur ce sujet. Il n'y a pas d'avortement clandestin pratiqué en Irlande? Non. Pas que l'on sache. Évidemment. Évidemment qu'on ne peut pas. Mais on pourrait malheureusement avoir connaissance, ça s'est passé en France à l'époque, de faiseuses d'anges et de décès de femmes à la suite d'avortements. En France, c'était un secret de polichinelle. Ouais. En Irlande, il n'y a vraiment pas du tout... de traces. Après, ça dépend ce qu'on appelle avortement clandestin. On sait qu'il y a des femmes qui commandent la pilule abortive sur Internet, notamment, et qui la prennent seules dans leur chambre. C'est clandestin au sens où c'est interdit, mais ce n'est pas
la même situation qu'en France avant les années... Encore une fois, répétons-le, ça n'est pas puni d'aller avorter à l'étranger. Non, Ce qui est ça ne l'est puni, plus. ça ne l'est plus. Depuis 92. 12. Ça l'est en revanche, ça le serait d'avorter sur le sol irlandais. Oui, et d'une lourde peine, 14 ans d'emprisonnement. Où en est-on du combat dont vous dites un mot à la fin du documentaire? Où en est-on du débat politique en Irlande? La situation n'a pas évolué depuis la fin du tournage. Claire Daly, la politicienne qu'on voit dans le film, a proposé une loi au Parlement qui autoriserait l'avortement justement en cas de malformation fatale du fœtus. Aujourd'hui, on le répète, viol ou bien mise en danger de la vie de la mère. Non, même pas le viol. Même pas le viol? Pas le viol. C'est ce que j'avais cru comprendre. Non, seulement en cas de mise en danger imminent de la vie de la mère. C'est l'état suicidaire, c'est ce que voilà, j'ai compris. Pardonnez-moi. C'est ça, l'état suicidaire. Mais comme c'est compliqué quand même. Et puis, honnêtement, dans les faits, personne n'avorte en Irlande. La loi est faite de... on trouve avec Serena que, et on n'est pas les seuls à le penser, que la loi est faite de manière à ce que ça soit impossible en fait de se servir de cette loi pour avorter. C'est trop compliqué. Ce sont des paroles très fortes qu'on entend dans le documentaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Beaucoup d'émotions et me dire quelle inhumanité. Comment est-ce que c'est encore possible, même si je ne suis pas naïve et si je sais que ce combat des femmes pour accéder aux droits reproductifs et sexuels dont fait partie l'avortement est un combat de longue haleine et est un combat du quotidien qu'il ne faut surtout pas lâcher, y compris en France. Frappant parce que le documentaire commence par des images de Simone Veil Oui. et des manifestations dans les rues de France il y a plus de 40 ans. Et elles sont suivies de manifestations en Irlande aujourd'hui. Oui. Quel décalage en Europe? Et encore de mobilisation dans notre pays pour empêcher des centres de planning familial ou même des maternités de clore leurs portes, faute de moyens. Donc c'est un combat actuel. Il y a des paroles très brutales, des situations décrites de manière très crue dans votre documentaire. On dit souvent « take the boat », évidemment on a compris que c'était prendre l'avion pour l'Angleterre, revenir dans la foulée après avoir reçu un traitement abortif généralement médicamenteux. Évidemment, ça n'est jamais une lettre à la poste. Écoutez cette Irlandaise. I remember coming back from England and, you know, I had to get on a plane bleeding, basically. And I mean, it's just horrific. It really is. It's horrific to put young women through that. To put them on planes. How can a state that calls itself Catholic and compassionate put women on planes when they're bleeding and when they're terrified and when they're vulnerable and alone and say, we won't support you, we won't value you or your life or your decision? Sabine Jourdan, je me tourne vers vous parce que votre association est une association chrétienne et que clairement ce qui est mis en cause là, c'est la culture catholique traditionnelle de l'Irlande. Est-ce que comme chrétienne, vous êtes choquée d'entendre ce qui vient d'être dit? Bien sûr. J'ai été bouleversée par le film, bien sûr, tous ces témoignages. Ce que j'ai envie de dire, c'est pas... Quelle que soit la position, voilà, précisons-le, de votre association, pour ou contre l'avortement, ça n'est pas le sujet chez vous. Nous ne sommes pas dans un positionnement. On écoute. On est dans l'accueil. L'accueil des personnes qui souffrent, il y en a. Donc on accueille et on écoute et on accompagne les personnes qui souffrent. Voilà, c'est vraiment l'objectif tout à fait premier et essentiel d'Agapa. On n'est pas des militantes et on n'est pas fait pas de prosélytisme aucun. On accueille tout le monde, tous les âges. Les personnes qui viennent à Agapa, c'est vraiment de tous les âges, de toute confession, de tous milieux sociaux. Toute personne. Il y a ce sentiment chez celles que vous accueillez de rejet, de solitude extrême, j'allais dire de punition. Pardonnez-moi, parce que c'est le mot qui me vient à l'esprit quand j'entends cette femme. Alors, moi, elle est punie. Je vous parle vraiment à partir de ce qu'on entend. Oui. La punition, ça existe. Ça existe, les femmes qui se sentent punies.
lorsqu'elles viennent, par exemple, parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfant, après avoir vécu un avortement, elles peuvent avoir ce sentiment que c'est une punition. Ça existe. Donc c'est une forme de culpabilité très importante. Voilà, mais toutes les femmes qui viennent à Agapa, c'est vrai, souffrent de culpabilité. Mais toutes les femmes qui ont perdu un bébé, quel que soit le terme auquel elles l'ont perdu, ont une culpabilité. Alors évidemment, quand c'est une perte volontaire, la culpabilité est beaucoup plus première et présente. Mais c'est à elles-mêmes qu'elles en veulent la plupart du temps, essentiellement. Ce n'est pas toujours en référence à des valeurs. C'est elles. Elles ne sont pas en accord avec quelque chose qui est profondément ancré en elles-mêmes. Elles ne font pas forcément référence à des valeurs. Alors, pour revenir à ce que vous disiez par rapport à toute cette charge émotionnelle des femmes qui parlent dans ce film et qui m'ont beaucoup touchée, hein, parce que c'est très fort et c'est affreux, quoi, de la situation dans laquelle elles sont. Ce qui m'a frappée, moi, c'est que les paroles qu'elles disent, c'est des paroles que nous entendons. Seulement, dans un pays où c'est autorisé. Oui, nous entendons tout ce qui concerne le silence, la solitude. C'est très, très présent dans les paroles de toutes les femmes qui viennent. Parce qu'elles vivent mal après un avortement, il y en a. Hein. Moi, je ne vais pas généraliser ces personnes qui viennent à Agapa. Donc il y a une souffrance, elles vont pas, une culpabilité, une souffrance qu'elles ne vont pas accorder à la situation d'impossibilité, de difficulté à avorter. C'est vraiment par rapport à leur vécu. C'est la décision elle-même qui est porteuse. À leur vécu de l'avortement, c'est-à-dire que pour elles, ça correspond toujours à une perte. Et pas toujours libre, contrairement à ce qu'on croit, peut-être. Il y a beaucoup de femmes qui viennent très en colère. Par exemple, là, on voit beaucoup de colère dans le film. Oui. Et on comprend cette colère. Mais nous, il y a des femmes qui sont très en colère après leur compagnon, après leur mari, après des personnes qui leur ont dit, mais pas question. Parce que, il y a beaucoup de femmes qui ont une ambivalence. Pas question d'avoir un enfant ou pas question d'avorter? Pas question d'avoir un enfant. D'avoir un enfant. Pas question d'avoir un enfant. Et les femmes qui se retrouvent enceintes sans le vouloir, Voilà, c'est un petit peu toute la question qui se pose, parce qu'il y a un inconscient qui parle là, et il y a des femmes qui désirent être enceintes sans le savoir, certainement, hein, puisqu'on voit le nombre d'avortements. Non, mais ce que j'entends dans ce que vous racontez de ces paroles, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, c'est que ça n'est jamais simple. Ça n'est jamais sans douleur. Je sais que vous allez réagir à ce mot-là. Je n'ai pas généralisé, moi-même. Non, j'entends très bien. Moi non plus. J'ai dit celles moi non qui plus. viennent à Agapa. Mais la gynécologue obstétricienne, forcément, a aussi ces discussions-là. Parce que vous êtes aussi une écoutante. Est-ce que vous entendez la même douleur ? Oui, je suis de fait une écoutante en tant que professionnelle. Enfin, avant de répondre précisément à la question, je voudrais vraiment féliciter les réalisatrices parce que ce documentaire, il est vrai, il est effectivement extrêmement émouvant et ces témoignages de femmes, c'est vraiment bouleversant et vraiment chapeau à elles qu'elles aient pu, parce que même en France, alors que la loi l'autorise, il n'y a pas cette chape de plomb, c'est très difficile d'avoir des femmes qui témoignent à visage découvert sur ce parcours concernant l'avortement qui reste un sujet tabou. Ça reste un tabou en France, 40 ans Absolument, absolument. Ah oui, je Absolument. Donc c'est d'autant plus exemplaire que ces femmes aient pu parler dans ce sens. S'agissant je crois que la question de l'avortement reste une histoire singulière et qui concerne, c'est des histoires particulières pour chaque femme. Il n'y a pas de généralité sur les motifs d'une décision d'interrompre une grossesse. Et je crois que cette notion de douleur et de culpabilité
alors que ça fait 30 ans que je travaille autour de la question de l'avortement, que j'accueille des femmes et que je pratique ces interruptions de grossesse, ce que je peux voir à travers ça, la détresse et la culpabilité qu'ont ces femmes, parce que quand elles ont pris la décision, elles l'ont pris la plupart du temps sans contrainte. Elles ont décidé. Et ces femmes, si les équipes soignantes qui les reçoivent, si le parcours de soins, depuis le premier coup de téléphone jusqu'à la réalisation de l'acte, est culpabilisant à toutes ces étapes, oui, ces femmes vont sortir meurtries de cette histoire. Mais la majorité des femmes, je dirais plus de 95% des femmes qui demandent un avortement, sont décidées et sont a priori sans culpabilité par rapport à cette décision qui concerne leur vie, leur choix, leurs décisions. Il y a certaines Ça peut être des femmes... décisions de couple, hein. C'est ce qui était mais dit à je voudrais l'instant. revenir sur ces femmes que vous venez écouter. Il y a effectivement un petit nombre de femmes qui vont être dans une ambivalence certaine, qui vont être dans une difficulté de prendre cette décision par rapport effectivement à des pressions externes, à une situation de vie conflictuelle, à une fragilité psychologique qui fait que si elles ne sont pas écoutées, entendues et soutenues dans leur démarche pour faire la clarté sur l'orientation qu'elles doivent prendre, qui ne va pas forcément aboutir à une interruption de grossesse, mais peut-être indépendamment d'avoir été... Bien sûr, il y a ce processus d'élaboration vraiment pour ce groupe de femmes ambivalentes. Moi, je dis en tant que professionnelle, la majorité des femmes qui font la démarche pour interrompre une grossesse, c'est une déterminées décision. au moment où elles arrivent. Elles sont déterminées. 95% même. Le petit pourcentage, à peu près 4 à 5% de femmes qui sont dans une réelle difficulté par rapport à cette décision vont devoir être accompagnées pour clarifier les raisons de ce choix et elles vont opter soit pour poursuivre dans ce sens, soit pour garder la grossesse. Donc vous dites que les 95% des femmes qui recourent à un avortement aujourd'hui vont bien après. Absolument. Vous dites ça, bien sûr. formellement. Et vous me dites... Si tant est qu'elles sont accompagnées. Qu'elles soient accompagnées. Sur le plan des chiffres, je voudrais juste vous demander, vous voulez dire que vous accompagnez les femmes que vous sentez en difficulté par rapport à cette décision? C'est notre mission première. C'est pas partout comme ça. Hein? Écoutez, nous, en tout cas, c'est une certitude. C'est-à-dire que nous travaillons dans cet accompagnement sur la déculpabilisation des femmes qui ont fait ce choix-là et sur l'accompagnement et aussi dans la déculpabilisation des femmes qui sont en difficulté par rapport à cette grossesse non prévue sur laquelle elles s'interrogent. Il y a les moyens, Brigitte Gontier-Morin, il y a les moyens de faire ce suivi qui est décrit là? Parce qu'on Il faudrait des moyens pour faire ce suivi. Est-ce qu'il est assuré réellement? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'il faudrait beaucoup plus d'endroits où des femmes puissent être accueillies et bénéficier de l'ensemble des prestations qui sont inhérentes à la contraception et dont l'avortement, évidemment. Non. On a une véritable question de moyens dans notre pays pour une accession de toutes à l'avortement, au droit à l'avortement. Ou au libre choix. Ou au libre choix, bien entendu. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Laurent Toulmont, combien d'avortements chaque année en France? En ce moment, il y a à peu près 210 000 avortements en France. Chaque année? Chaque année, oui. Donc c'est un chiffre qui est à peu près stable, qui est en légère augmentation, disons, depuis le milieu des années 90, après avoir pas mal baissé dans les années 70 et 80. Mais enfin, on peut dire qu'en France, on est dans une situation à peu près stable sur le moyen terme, disons, en termes de fréquence des avortements. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire, la stabilité du chiffre des avortements, parce que l'une des idées de la loi Veil, et de la loi Neyertz avant la loi Veil, c'est-à-dire la loi sur la contraception, c'était précisément d'éviter qu'un certain nombre de femmes se retrouvent confrontées à ce choix-là. Je voudrais qu'on continue à écouter ces Irlandaises sur le poids de l'interdit et le poids du secret. Ça m'a beaucoup frappé vraiment dans votre documentaire. Ça revient à plusieurs reprises dans la bouche des femmes, mais aussi du mari. I couldn't talk to my friends who every single one of them are pro-choice activists. They're not just pro-choice, they're activists. It's not that I didn't want to tell them, I just couldn't find the words. And as an activist for 3-4 years beforehand, to not be able to find the words, to be voiceless, is the worst
misery that you could go through. Beyond everything else, not being able to talk about it, what you'd been through. Nobody knew. What we did was what was best for us, best for family, it was illegal in Ireland, and still is illegal in Ireland. So that makes us criminals. Even leaving aside religion or any beliefs, this was the law. So if you commit a crime, you can't go telling everybody because it's a secret. So you have to live like this. It's damaging. It caused a lot of damage. Alors évidemment, des gens qui se vivent comme des criminels, c'est assez frappant pour des Français et pour des Françaises. Mais la force de l'interdit, elle est quasiment biblique là-bas. C'est une loi divine, si j'ose dire. C'est en tout cas l'impression qu'on a eue, oui, Ouais, en c'est l'impression parlant. que ça donne, en tout cas dans votre documentaire. Mais c'est vrai que même si c'est un pays de moins en moins pratiquant, la religion reste extrêmement prégnante dans tous les aspects de la vie sociale et sociétale, notamment à l'école, par exemple. Dans beaucoup d'écoles publiques, l'enseignement est encore catholique. L'Église sa parole a beaucoup de poids dans les débats. Donc oui, forcément, il y a une intériorisation de l'interdit que je pense qu'on a moins dans des sociétés plus séculaires, plus laïcisées. Oui. C'est très moche ce que je dis, mais vous Non, voyez mais l'idée. est-ce que c'est le cas pour nous? Est-ce que c'est le cas en Espagne, par exemple? On a vu les Espagnols avancer Oui, puis reculer. très fort sur le chemin du droit à l'avortement et puis se crisper récemment. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas considérer que c'est un droit acquis pour toujours et que le mouvement des idées doit toujours être extrêmement affûté pour porter cette exigence des femmes de disposer, d'avoir le choix de disposer d'elles-mêmes et d'avoir un enfant si elles le souhaitent, quand elles pensent que les conditions sont le plus réunies. L'obstacle au choix que vous rencontrez pour vous en France, c'est un obstacle religieux? À la liberté pour une femme, plus exactement, la liberté pour ces femmes de faire usage du droit qui est ouvert par la loi française. Est-ce qu'il se heurte parfois en France à des obstacles d'ordre religieux? Non, je n'ai Des pas... interdits d'ordre religieux? Ces interdits c'est d'ordre privé et les femmes se l'interdisent a priori, donc on ne les trouve pas dans les centres. Elles ne viennent pas vous voir par définition. Mais celles qui sont dans les centres, on ne sent pas du tout ce poids. Mais c'est intéressant le commentaire de ce couple où on voit comment la culpabilité s'installe. On vous dit que vous êtes un meurtrier. Dans cette histoire-là, parce que la loi, et donc on intègre cette notion. Et toute cette notion de culpabilité, c'est vraiment dans cette confrontation entre la loi sociétale, ce qui se fait dans une société, et l'étrangeté d'une démarche qui est à côté de ce qui devrait se faire, de la norme sociétale définie par la société. C'est ça qui marginalise et qui culpabilise. Et je crois que même en France, on a cette notion. On parle très facilement d'une naissance, on ne parle pas du fait d'avoir eu un jour un avortement. On n'en parle toujours pas. On n'en parle toujours pas. D'ailleurs, je ne me sens pas libre de vous poser la question aux unes et aux autres de savoir parce que ça ne me regarde pas. Et en même temps, vous n'arriverez pas en me disant « moi j'ai avorté ». Voilà, ça ne se passe pas comme ça. J'aimerais bien intervenir par rapport à ce couple. Oui. Parce qu'effectivement, ce couple, pour nous, à Agapa, nous accueillons pas mal de couples qui ont perdu un bébé. Ils disent bien qu'ils ne supportent pas qu'on appelle leur bébé un fœtus. Et ça, on l'entend très très couramment dans nos groupes de parole. Les mamans... Là, vous n'avez pas parlé d'avortement, on est bien d'accord. On parle de couples qui ont perdu un enfant au cours d'une grossesse. C'est comme ça qu'ils le vivent. Ou on parle de couples qui ont décidé d'avorter. Non, je parle du couple qui est dans le... Vous parlez de celui-là. Leur vraie douleur, ils le disent bien à la fin, ils le disent bien. C'est pas une question d'idéologie, c'est pas une question de croyance, c'est pas une question sociétale non plus. Il y a une double peine pour eux. C'est une double peine, bien sûr. C'est une double peine. Et pour eux, c'est leur histoire, c'est leur expérience. Et c'est vrai,
je pense, de toute personne qui vit, c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure. Et la culpabilité, j'aimerais bien revenir sur cette question de la culpabilité, parce qu'elle n'est pas une culpabilité forcément d'origine ni sociale ni religieuse. Elle est que la femme, elle est dans une toute puissance par rapport. Vous voyez, je reprends l'image du couple. Pour le couple, ils ont perdu leur bébé. Et la femme, être coupable, c'est de ne pas avoir pu protéger son bébé. C'est de se dire qu'elle aurait dû être toute puissance pour empêcher que ce bébé ne meure et n'arrive pas. Mais c'est vrai très, très, très souvent. C'est toujours vrai. Dans toutes les pertes anténatales, les femmes, elles sont toujours coupables, même si c'est accidentel. Elles vont chercher... Elles vont chercher qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi je suis pas allée à la maternité. Voilà. Et les médecins ont très souvent beaucoup de mal à les déculpabiliser. Donc il y a quand même une culpabilité qui est je précise ce que vous entendez pour qu'on comprenne bien, à la fois des femmes qui ont décidé ou qui ont fait ce choix de l'avortement et des femmes qui ont fait des fausses couches, qui ont perdu leurs enfants au cours de grossesse dans le passé. J'entends. C'était juste pour préciser que votre écoute n'était pas limitée à l'avortement et à celles qui recourent à l'avortement. Oui. Oui, je voudrais juste revenir sur l'évolution en France depuis donc une quarantaine d'années. Le droit à l'avortement, il ne s'est pas fait en un jour. Et non seulement il y avait un combat très difficile dans les années 70, mais ensuite il a fallu une loi dans les années 80, une loi dans les années 2000, une deuxième loi. Et ça n'est que maintenant, tout récemment, que le droit pour les femmes de recourir à une interruption volontaire de grossesse est reconnu. Donc cet aspect de culpabilisation... Non, c'était. On a enlevé la notion de détresse tout récemment, oui, mais en vérité, dans les faits, justement en termes de culpabilisation, de dire c'est un droit auquel les femmes peuvent avoir, disons qu'elles peuvent exercer comme n'importe quel droit, ou bien de dire dans une situation de détresse, quand vraiment rien d'autre n'est possible, ça peut être envisagé. Bon. Donc il y a vraiment un changement qui est un changement récent en France, qui est important, et on voit dans nos enquêtes, quand on pose des questions sur l'histoire, on pose des questions aux hommes ou aux femmes sur l'histoire, les personnes ont du mal à parler des interruptions volontaires de grossesse qu'elles ont eues, alors, ça peut s'expliquer d'une manière parce que c'est pas un acte valorisant. On peut dire une IVG de toute façon, même si ça peut permettre de se construire dans une histoire, c'est pas un acte très positif. Même les médecins, les militants sont un peu fatigués. À un moment, c'était une grande victoire pour les femmes. Maintenant, disons, transformer une expérience d'interruption volontaire de grossesse en expérience positive, c'est un travail compliqué. Mais le fait que ça soit considéré comme un droit, ça fait quand même une différence énorme avec la situation de l'Irlande. Et encore une fois, même en France, c'est quelque chose de récent. Et on voit qu'en Espagne, même quand il y a eu une avancée, il peut y avoir des retours. Donc on est très loin d'une situation où l'interruption volontaire serait banalisée. Vous seriez d'accord sur l'idée que même en France, c'est un droit qui peut... Bien sûr, bien sûr. Pour être très honnête, quand j'ai vu le débat... à l'Assemblée nationale et au Sénat sur ce sujet l'an dernier, je me suis dit, mais tout va bien, pourquoi on s'affole ? Non, tout ne va pas si bien que ça. Ça va bien par rapport à évidemment des pays où l'avortement n'est pas autorisé, est interdit. Mais il faut considérer que Malte, Chypre, forte restriction, la Pologne, etc. Et on a vu ce qui peut arriver, ce qui a pu être tenté en Espagne. Donc j'affirme qu'il faut vraiment rester mobilisé et extrêmement vigilant sur le droit lui-même ouvert par la loi, mais aussi sur les conditions de la réalisation de l'acte. Qui vous semblent pas réunies. Qui me semblent pas réunies. Et sur ce que nous avions abordé tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagnement entre guillemets, mais un accompagnement qui fait que, vous voyez, ce n'est pas un aspect négatif, c'est pas mettre la femme sous tutelle que je suis en train de dire là, c'est vraiment créer les conditions que ce soit un acte qui soit le moins traumatisant possible. Parce que moi, je continue à penser... Et en tirer les leçons, je peux me permettre de dire ça comme ça, alors, brutalement. Mais quand même, il y a quand même, par rapport au débat que nous avions tout à l'heure, la femme dans notre pays, même si le poids de la religion, puisque nous sommes régis par le principe de la laïcité, n'est pas aussi prégnant que dans d'autres pays, nous sommes encore, vous le disiez très bien madame, vous l'exprimiez très bien, la faute originelle
entre guillemets, c'est toujours la femme. C'est-à-dire que quand un couple, si vous voulez, la question d'un avortement ou d'une contraception, c'est l'affaire d'un couple pour moi aussi. Or, cette question-là, nous n'arrivons pas à la poser. Donc, quand il y a malformation, c'est toujours d'abord à la femme qu'on pense. Voilà, parce qu'on s'inscrit. Moi, j'ai ce sentiment-là. On voit dans ce couple irlandais que c'est un couple qui fait front, et pour le coup, j'imagine que vous êtes confrontés à des gens qui viennent ensemble dans des cas comme cela, non? Alors, oui, je crois qu'il faut vraiment faire le distinguo entre l'interruption volontaire par décision de la femme et l'interruption dans le cadre de malformation, d'indication médicale, où on est quand même dans deux projets différents. C'est très important. On est dans le même projet éventuellement à l'origine, quoique... Oui, de façon... Enfin, je reviendrai là-dessus, mais je voudrais quand même préciser dans tout ce débat qui avance que quand même, il s'agit d'un droit fondamental humain de pouvoir décider du nombre d'enfants qu'on a et quand on les aura, l'espacement de ces grossesses. Il faut quand même le rappeler. C'est un droit fondamental humain. La deuxième chose, rappeler que tout avortement qui se pratique dans des conditions sanitaires impropres aboutissent à des risques vitaux pour la femme ou des mutilations à vie. C'est-à-dire, on a vu ce qui se passait en France avant 1975, ça se passe encore, et on voit ce qui se passe encore dans la majorité des pays à travers le monde où le droit à l'avortement sur décision de la femme est interdit. Les femmes ont recours à l'avortement clandestin, peut-être pas en Irlande, la chape de plomb est tellement immense et les risques sont tellement immenses, mais on a vu qu'en France, la loi de 1920 était bafouée et que l'État savait pertinemment que cette loi était bafouée et personne ne réagissait. Mais les femmes en subissaient les conséquences. Je crois qu'il faut rappeler cela et qu'il y a une urgence pour prendre conscience de ça et qu'il faut, et que l'avortement, troisième notion, a toujours existé à travers le temps, à travers les pays, les religions, quelles qu'elles soient. Les femmes ont recours à l'avortement quand elles sont, loi ou pas loi, confrontées à une grossesse qui ne fait pas partie de leur histoire à ce moment précis. Ces trois choses étant rappelées, il est important à ce moment-là de considérer l'avortement dans des conditions sanitaires propres pour éviter des risques graves chez la femme, indépendamment d'une position féministe pour dire le droit à disposer de son corps. Ça rejoint le droit humain fondamental de décider si oui ou non on a envie d'avoir des enfants. Et une femme a le droit de dire je ne veux pas d'enfant et se retrouver face à une grossesse non prévue, non désirée. Alors, face à l'argument que vous venez d'avancer, qui est très clair et qu'on connaît bien en France, parce que c'est l'argument qui a effectivement présidé à l'adoption de la loi Veil et aux différentes avancées qui ont eu lieu depuis. On voit bien qu'en Irlande, ce n'est pas exactement l'état du débat aujourd'hui, avec des oppositions très dures au Parlement et dans la rue, entre les pro-choice, c'est-à-dire les partisans du choix laissé à une femme d'avorter ou pas, et les pro-life, les partisans de la vie. You forced a woman to have a baby that she didn't want. She is suicidal because of that. I'll ask you a simple question. Are you glad the baby's alive? It's not my choice. No, are you glad? I'm not your choice. I'm saying, are you glad the baby's alive? Now that the baby was forced, I don't care. Oh, you don't care? No, I don't. You don't care about the baby? Two better than one. Two lives. Because people on the pill have become Two lives have been saved. Are you not happy with that? No, I'm not, because that woman was forced to go through a pregnancy that she didn't want. Babies are murdered in the mother's womb. How depraved can you get? It's so barbaric. These beautiful young girls, they're believing a lie. They believe the lie that to kill is all right. It's not okay. It's a choice. We just want the choice there. Nous ne voulons que le choix, disent ces jeunes femmes. Camille Hamé, ce qui me frappe, c'est que ce sont deux générations qui s'affrontent là. Oui. C'est ça en Irlande? C'est en tout cas l'impression qu'on a eue. Oui, parce que si c'est ça, on a le sentiment que ça va avancer, si j'ose dire. Ça va bouger. C'est un peu ce qu'on s'attendait à voir en arrivant, cette image caricaturale du militant pro-vie grisonnant, souvent des hommes, et en face de jeunes femmes, etc. Mais c'est une caricature assez réaliste, en fait. Ah bon, donc c'est pas tellement une caricature. Voilà, c'est pas une caricature, en fait. C'est en tout cas ce qu'on a constaté dans les rues et dans les meetings, dans les différents meetings. C'est quand même plus masculin et plus âgé du côté pro-vie et plus féminin et plus jeune du côté pro-choix. Cela étant dit, c'est vrai que ça donne de l'espoir pour la suite, si j'ose dire, selon le point de vue dans lequel on se pose. C'est-à-dire quel vôtre? Voilà, nous, c'est vrai que... Évidemment un peu militant. Je pense qu'on ne s'en cache pas dans le film. Non, non. Mais il faut quand même bien comprendre que ces deux pôles du débat,
ce ne représente pas du tout la majorité de ce que pensent les Irlandais. Alors, que pensent les Irlandais au milieu de tout ça? Alors, je ne vais pas parler pour le peuple irlandais, ça n'aurait pas de sens, mais d'après les sondages, les discussions qu'on a eues, etc., on peut quand même se dire que la plupart des gens ont une position assez nuancée. C'est-à-dire, ce qui est d'ailleurs assez difficile à comprendre, je pense, en France, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord, ils seraient d'accord pour que l'avortement soit autorisé en cas de danger pour la santé de la vie de la femme, en cas d'inceste, en cas de viol, en cas de malformation du fœtus. Mais il n'est pas du tout question, pour l'instant, d'accorder le droit à l'avortement de manière droit de choix, voilà, du droit de le droit choisir. de choix. Ça, il n'en est majoritairement pas question, d'après les sondages. Je crois que ça serait de l'ordre de 20% de mémoire, hein, de la population qui supporterait l'idée du choix. On est capable, Laurent Tout-le-Monde, de dire ce que représentent les partisans dits de la vie, les pro-life en France? Alors en France, ils sont très peu nombreux. Ce qu'on peut dire, c'est que... Ou la sensibilité qu'ils représentent, parce qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait les militants et puis un certain nombre de gens qui pensent dans les débats des années 70, il y avait des arguments de nature très différente qui circulaient. Donc il y avait des arguments de nature religieuse, des arguments moraux, des arguments pragmatiques, des arguments démographiques. Bon. Et donc c'est très difficile de savoir comment... et c'est la gloire d'une certaine façon de la République, d'arriver à avoir des débats qui font que l'opinion publique peut changer aussi. Donc, mais en France, on n'est pas du tout dans la situation de l'Irlande. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y avait un mouvement, non seulement des femmes qui allaient... recourir à l'avortement à l'étranger, mais aussi il y avait un soutien, disons, même si c'était quand même une ministre d'un gouvernement de droite, qui n'était pas soutenue par sa majorité, mais elle était soutenue par son président. Enfin, c'était une situation quand même très complexe. Féministe, et elle était soutenue par le mouvement féministe, par les partis de gauche, par certains partis de gauche au début. Enfin, disons que c'était vraiment quelque chose de complexe. Donc c'est un peu compliqué de voir quelle... disons, l'opinion, elle se pose par rapport à une alternative. Et on voit bien qu'en Irlande, l'alternative, c'est des situations qui nous paraissent vraiment tellement extrêmes qu'on a du mal à les imaginer. Enfin, c'est la force de votre reportage. On voit que vraiment, on a vraiment du mal à se demander si c'est vraiment ça la situation. Bon, là, en France, on était quand même dans une situation différente. Mais il y avait par exemple, il y avait une inquiétude sur est-ce que si on libéralisait l'avortement, il y aurait plus d'avortements? Oui, c'est une est-ce question. qu'il y aurait moins de naissances? Ça faisait partie du débat. Et là-dessus, je crois qu'on peut dire aujourd'hui, on peut dire que là où l'avortement est autorisé, il n'y a pas plus d'avortements que là où il est interdit. Il n'y en a pas plus que là où c'est interdit. Et on peut dire que là où l'avortement est autorisé, il y a plutôt, disons, quand il y a beaucoup d'avortements, il y a plutôt beaucoup de naissances. Si on veut faire une relation à l'échelle des populations, on peut dire dans les pays d'Europe où il y a peu d'avortements, c'est les pays où il y a peu de naissances. Dans les années où il y a beaucoup d'avortements, c'est aussi des années où il y a beaucoup de naissances. Donc à l'échelle des populations, donc ça aussi, ça fait partie de la complexité du débat. Ça amène une question qui est un peu compliquée, mais ça veut dire qu'il y a un nombre incompressible? Que l'avortement ferait partie de la vie, qu'il y aurait un nombre incompressible? J'aurais tendance à dire... D'avortement, oui. D'abord, si l'avortement est un droit, la question du nombre incompressible est une question qui n'est pas forcément pertinente. Ensuite, le nombre n'est pas vraiment incompressible, puisqu'on voit en France, par exemple, d'une région à l'autre, il y a des différences très importantes, pratiquement de 2 à 3 en termes de fréquence de l'avortement. Dans les pays d'Europe, il y a aussi des variations très importantes. Donc, on peut dire qu'il y a des contrastes importants. Mais en termes d'évolution, encore une fois, à l'échelle des populations, plus il y a de contraception, moins il y a de recours à l'avortement. Mais en France, par exemple, et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, la diffusion de la pilule du lendemain, dans certains pays, a conduit à une diminution du nombre d'IVG. Dans d'autres pays, n'a pas conduit à une diminution du nombre d'IVG. C'est le cas en France. Alors, est-ce que c'est un succès? Est-ce que c'est un échec? Enfin, il faut savoir quel est l'objectif. Pardonnez-moi, parce que c'est ça pour le coup, c'est pas anodin. C'est pas du tout évident de poser oui, mais la ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire, on est dans un pays où finalement le droit est en place. Et pourtant, le nombre d'avortements ne baisse pas. Mais parce que peut-être il y a un problème d'accès à l'information pour les jeunes adolescentes. Sur quoi? Sur l'avortement? Sur la contraception. Sur la contraception. Sur la contraception d'abord. C'est ce que dit le professeur Israël Nizan, par exemple, qui dit qu'il y a un problème avec les jeunes adolescentes pour qui aujourd'hui l'avortement est devenu, pardon de le dire aussi brutalement, une forme de contraception. C'est vrai?
Écoutez, moi, je ne suis pas... Je ne partagerai pas, en tant que professionnel, ce point de vue, parce que je crois que c'est, encore une fois, affaire d'individus. Il y a des adolescentes extrêmement responsables qui prennent, et puis il y a des adolescentes, et les adolescentes ne sont pas différentes des autres femmes, et l'avortement ne concerne pas que les adolescentes, parce qu'il y a un focus sur les adolescentes. Est-ce qu'on peut dire quand même que Sur les étudiants, quelle est la proportion les étudiants, je ne veux pas dire un avortement sur deux des femmes de moins de 35 ans, je me trompe? Oui, c'est même un peu plus. Disons, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, le recours à l'interruption volontaire de grossesse a plutôt augmenté avant 25 ans, parce que d'un côté, les naissances arrivent de plus en plus tard dans la vie des femmes, et donc il y a une période, disons, entre les premiers rapports sexuels et puis le souhait d'avoir une première naissance, qui est beaucoup plus longue que par le passé. Donc ça explique de façon tout à fait simple, disons, que le recours à l'IVG est augmenté. Mais on peut lier un déficit de prévention sur la contraception? Une sexualité beaucoup plus active, entre 17 et 25 ans. Ça s'explique par toutes ces raisons. Et effectivement, l'arrivée de la première grossesse, qui est plutôt autour de 30 ans en France, il y a cette longue période à contracepter et qui fait que, donc, il y a effectivement plus, il y a plus de fertilité aussi à ces âges-là. Donc, tout concourt à faire qu'il y a plus... Pas un échec pour vous, autrement dit? Bien non. Moi, je pense c'est ma question. Je pense quand même qu'il y a une question d'éducation tout de même, parce que j'ai souvenir d'avoir reçu plusieurs toutes jeunes femmes qui disaient tout simplement qu'elles ne s'imaginaient pas qu'elles pouvaient être enceintes en ayant une vie sexuelle où elles prenaient la pilule, et on peut être enceinte avec la pilule. Et donc c'était une surprise, vraiment, parce que je n'ai pas envie d'être mère, je ne serais pas enceinte dans ma vie sexuelle. Il y avait cette affirmation qui était un petit peu particulière tout de même si je ne veux pas la généraliser, mais je l'ai entendue 2 fois. Ben non, je n'imaginais pas que je pouvais être mère, donc je n'imaginais pas que je pouvais être enceinte. Donc la peur de la grossesse, à mon avis, a disparu quand même chez les jeunes qui ont une vie sexuelle. J'ai une dernière question à vous poser avant de clore ce débat, absolument passionnant et qui vous aura passionné, j'en suis sûr. Il y a des femmes qui prennent le bateau ou qui prennent l'avion, des Françaises qui prennent le bateau ou l'avion pour avorter aujourd'hui? Puisque au-delà de 12 semaines... Qui quittent le territoire, bien sûr, elles existent encore, ces femmes. En dépit de la réforme de 2001, de la loi qui a allongé les délais, il y a certaines femmes, du fait d'une baisse de l'offre, de difficultés... C'est-à-dire pas assez de médecins, pas assez de circuits... Pas assez de centres, il y a certaines et c'est réparti de façon inégale sur le territoire. Certaines zones sont vraiment en déficit de centres d'accueil et d'orientation pour ces femmes. Donc le temps passe très vite. Et ces femmes peuvent se retrouver hors délai en France. Et il y a encore, en 2015, des femmes qui doivent franchir... Moins 130 centres de planning familial en 10 ans. Moins 130. Moins 130. Planning familial seulement. Je ne parle pas des opérations de regroupement d'hôpitaux qui font suite à la loi HPST. Donc, il y a vraiment un problème de moyens. Il faut vraiment essayer de saisir ce questionnement. HPST, Hôpital Santé Territoire. Je sous-titre au passage. Merci à tous les 5, car le masculin s'impose, même dans des débats comme ceux-là. Le féminin va très bien. Vous pouvez continuer si vous voulez. Vous pouvez continuer le débat sur le mail de l'émission qui s'affiche évidemment comme d'habitude en bas de votre écran. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire d'ailleurs. Et merci beaucoup parce que ça nous permet de prolonger le débat. La semaine prochaine, vous retrouvez Claire Barsac pour un docu-débat consacré, et ça vous intéressera aussi sans doute, aux addictions technologiques, les portables, les écrans, etc. Oui, ça aussi. C'est un sujet. À très vite sur Public Sénat.